Un citoyen de pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir se donne. On sait avec tolérance notre cœur, à l'humanité, en forge unie dans la foi du ciel, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Palpation mammaire, ça sauve des vies. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chancer, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du sang. Et mon frère, ça sert à rien de fuir, c'est de rester avec elle et de la soutenir pour vaincre cette maladie. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi mon sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Voilà. Donne-moi ton sourire, on est positionné. Bonjour Monsieur le Ministre, André Assimian, journaliste à Live TV. Monsieur le Ministre, depuis hier, nous assistons à des perturbations de cours par endroits sur le territoire national dues à des enseignants mécontents qui réclament certains dus au gouvernement. Est-ce que le gouvernement comprend ces revendications et est-ce qu'une solution sera trouvée à leurs revendications? Pour ce que vous avez appelé les perturbations des cours, je veux déjà dans un premier temps vous donner le point qui a été fait de cette situation. Donc lors d'une rencontre que le Premier ministre a présidée hier. L'un des objectifs du gouvernement était que les classes restent ouvertes. Donc on peut vous assurer aujourd'hui que toutes les classes sont restées ouvertes. Le deuxième point, c'est qu'au niveau du primaire, nous avons environ 80% des enseignants qui est à leur poste. Au niveau du secondaire, nous avons du secondaire privé, c'est 100%, donc tout a fonctionné normalement au niveau du secondaire privé. Au niveau du secondaire public, c'est environ 50%, donc des enseignants qui étaient présents à leur poste. Voilà donc le point
donc au niveau de l'éducation nationale. Donc comme vous pouvez le voir, donc, toutes les classes sont restées ouvertes. Nous avons eu un taux de présence de 80% au niveau donc, du primaire, de 50% au niveau du secondaire public et 100% au niveau du privé. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il n'y a pas eu grève. Tous les services de santé ont fonctionné normalement. Pour ce qui est donc des affaires sociales et du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les mots d'ordre ayant été suspendus, on peut dire donc qu'il n'y a pas eu grève. Voilà donc le point que je peux faire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet de votre question, de savoir si le gouvernement était attentif, bien sûr, j'ai eu plusieurs fois l'occasion ici de le dire, et je ne me gênerai pas pour le rappeler. La gouvernance du président Ouattara est une gouvernance qui est ouverte au dialogue, à la discussion. J'ai rappelé ici combien de fois tout ce qui a été obtenu par les travailleurs l'a été sans qu'il y ait grève. Je peux citer, entre autres, le déblocage des salaires qui a été bloqué pendant 25 ans. C'était une décision souveraine de la Côte d'Ivoire solidaire que veut le président Ouattara qui a été prise pour débloquer les salaires. On a eu les avancements qui ont été obtenus par les travailleurs et principalement donc les fonctionnaires sans grève. On a eu les revalorisations indiciaires qui ont été obtenues par les fonctionnaires sans qu'il y ait eu de grève. Dans le cadre du dialogue social, il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, comme l'augmentation de la prime de transport ou bien encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu besoin de grève, tout cela ayant été obtenu dans la concertation, dans la discussion, dans le dialogue. Oui, le gouvernement est attentif. Maintenant, ce qui se passe, c'est que un groupe de syndicats a décidé de se mettre en grève, nonobstant ce cadre qui est en place dans le cadre donc du dialogue social et qui avait permis, vous vous en souvenez, d'obtenir une trêve sociale. Il faut déjà que tous ceux qui ont fait grève sachent qu'ils viennent de porter un coup à la trêve sociale qui a été déclarée. Et je comprends donc l'inquiétude de certains signataires qui déjà tirent sur la sonnette en disant « Attention, cette grève ne vient pas remettre en cause la trêve sociale ». Cette grève, nous estimons qu'elle est illégale parce qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé des comités sectoriels de dialogue social. Lorsqu'une corporation dans un secteur donné a des revendications, elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel de dialogue social. Des solutions peuvent être trouvées dans le cadre de ce comité sectoriel. Si les solutions ne sont pas trouvées au niveau de ce comité sectoriel, elles peuvent monter un cran au-dessus pour aller au comité sectoriel, au comité de dialogue social du ministère de la fonction publique. Si à ce niveau, le comité de dialogue de la fonction publique n'arrive pas à porter de réponse, il y a un autre instrument qui existe, c'est le comité du dialogue social qui a été installé le 10 de ce mois et dont la première réunion a été annoncée pour demain le 17. Et tous ceux qui sont entrés en grève savent que ce comité de dialogue social ce comité consultatif de dialogue social commence à analyser les problèmes qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre donc des comités sectoriels.
ceux qui étaient présents à la réunion d'installation, le 10, ont demandé que soit inscrit au premier point de l'ordre du jour la question des primes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Cette question a été inscrite, ils le savent. Et demain, ce comité consultatif se réunit pour justement analyser tous les problèmes qui lui ont été soumis. Et si ce comité consultatif ne trouve pas de réponse, le Premier ministre est alors saisi. Aucune de ces étapes n'a été respectée. Voilà pourquoi nous estimons que cette grève est illégale. Ensuite, après ce que je viens de dire, c'est une grève qui est injustifiée, puisque le dialogue se poursuit. Et que les signataires de la trêve sociale continuent les discussions. Donc il faut bien se poser des questions sur la décision d'aller en grève. Mais comme nous le faisait remarquer Madame le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, lors de la rencontre que nous avons eue, il n'y a aucun fond de document dans la requête de ceux qui décident d'aller en grève ou décider d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez une prime trimestrielle d'incitation. À quoi correspond cette prime? Combien ça va engager de la part de l'État? Quand on est une organisation syndicale structurée, sérieuse, c'est un travail que l'on fait au préalable et l'on vient avec un fonds documentaire. Alors, on annonce, on veut une prime et on ne sait même pas qui a bénéficié de la prime. Est-ce que c'est la même prime pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des niveaux? Mais il y a un travail préalable à faire. Cette grève, elle est non seulement illégale, elle est injustifiée. Maintenant, chacun de ceux qui ont participé à cette grève, je veux parler notamment de ceux des établissements donc, du secondaire, connaissent la loi, savent ce à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas nouveau. C'est des jours de travail non assumés qui ne peuvent pas être payés. Ils le savent très bien. Et bien, de ce point de vue, les textes seront appliqués. Je pense aussi que quand on est une organisation syndicale et que l'on décide d'aller en grève, c'est qu'on a anticipé sur toutes ces questions-là. Voici la différence entre un soi-disant président. N'augmenterait pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont reporter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente le salaire, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Et un vrai président. 60 000 francs CFA par mois. Après 25 ans de blocage, les fonctionnaires ont vu leur salaire débloqué en 2014. Les agents techniques de la santé ont eu une augmentation de leur salaire moyen mensuel qui est passé de 222 000 francs CFA en 2011 à 375 000 francs CFA en 2016. Le salaire moyen mensuel des cadres de la santé est passé de 450 000 francs CFA en 2011 à 775 000 francs CFA en 2016. Oui, j'ai tenu à le faire parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016.
ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Et comme vous le savez, je vérifie les chiffres avant de les rendre publics. Au niveau des enseignants du supérieur, le salaire moyen mensuel est passé de 798 000 francs CFA en 2011 à 1 100 000 francs CFA en 2016. Alors vous, quel est votre choix? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce 19 octobre 2024. Nous sommes très heureux d'être présents encore une fois pour essayer d'édifier les uns et les autres, mais surtout pour apprendre. Nous aurons 3 sujets qui seront rapides et on fera l'effort de laisser du temps pour que les uns et les autres puissent s'exprimer rapidement. Et donc on sera un peu rapide dans les analyses du jour. Mais sachez que dans le 3e sujet, l'interview de Laurent Gbagbo, on va essayer de décortiquer les grands points pour vous montrer les inconséquences et surtout la fourberie d'un homme qui ne s'assume pas. Ça sera le 3e point. Et en 2e point, on va vous parler des avancées majeures qui sont réalisées pour le métro d'Abidjan. Et comme je le disais, le 1er point, c'est un sondage de Kouassi. Et le sondage a été lancé le 11 octobre 2024. Et ce sondage posait la question suivante. Affaire de retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Entêtement contre-productif du PPACI. C'était sous forme de question. Et donc, pour reformuler, la question était la suivante. Est-ce que quand les gens du PPACI et Laurent Gbagbo lui-même disent qu'il faut qu'on viole la loi pour lui faire plaisir et l'inscrire sur la liste électorale parce que lui s'appelle Gbagbo, on doit violer les lois de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un chemin suicidaire qu'ils ont emprunté? Est-ce que ça va leur apporter le résultat qu'ils veulent? Et comme je le disais, cette enquête a été menée, le sondage si vous voulez, c'est un sondage du site kouassi.com pour ceux qui voudraient vérifier, du 11 octobre jusqu'à aujourd'hui. Et en date d'aujourd'hui, 19 octobre 2024, il y a 5492 personnes qui ont participé à ce sondage. Le sondage là, on a demandé, est-ce que le fait que Laurent Gbagbo demande qu'on n'a qu'à violer la loi et puis lui va être inscrit et puis va encore venir créer le désordre là, est-ce que ceux qui s'ajoutent à Laurent Gbagbo pour crier ça là, est-ce qu'ils ne sont pas dans un chemin? Non seulement ils n'auront pas les résultats, mais ils vont créer une situation de malaise dans la société. Sur les 5492 personnes, il y a 126 personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'avis à donner. Ça veut dire, ça ne me regarde pas que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Je n'ai rien à dire. Ça veut dire eux, ils ne sont pas concernés, donc eux, ils n'ont rien à dire. Eux représentaient 126 personnes, donc 2% des personnes sondées. La deuxième catégorie des personnes, sur les 5492 qui ont répondu, il y a 2154 personnes qui disent que le fait que Laurent Gbagbo s'entête à vouloir être sur la liste électorale, eux, ils ont dit que non, ça peut produire les résultats que Laurent Gbagbo et ses partisans espèrent. Eux, ils sont 39%, c'est-à-dire 2154 personnes. Et maintenant, pour terminer, la majorité des personnes sondées dit oui, Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est un entêtement contre-productif pour le PPACI. C'est une voie suicidaire qui ne donnera pas le résultat que Laurent Gbagbo espère. Et c'est une perte de temps et c'est un manque de stratégie. Il y a 3212 personnes qui ont répondu. Donc 58% des personnes sondées disent que Laurent Gbagbo et ses partisans ont choisi une voie sans issue, une voie contre-productive qui ne donnera pas les résultats qu'il faut espérer. Si on fait maintenant l'analyse, la synthèse, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on applique les résultats de ce sondage à la société ivoirienne, ça veut dire que la majorité des Ivoiriens ont compris que Laurent Gbagbo est une perte de temps. Que Laurent Gbagbo ne peut plus rien apporter aux Ivoiriens. Ce n'est pas seulement la question, mais c'est ce qui est derrière la question aujourd'hui qu'il faut voir. La politique, ce n'est pas seulement d'être présent, de faire du bruit, du bavardage, pour perdre le temps aux gens, mais c'est aussi ta capacité de pouvoir convaincre. Et Laurent Gbagbo et son parti ont non seulement choisi les mauvaises stratégies, mais en plus de cela, ils ont choisi même les mauvaises thématiques. C'est-à-dire les mêmes thématiques de la violence, de la menace, de la xénophobie, du tribalisme et surtout de la manipulation des consciences. C'est eux qui font les fake news. C'est eux aujourd'hui qui se lèvent pour aller signer des contrats avec les putschistes du Burkina, comment venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc vous voyez que quand les gens mettent tous ces éléments ensemble, on arrive à voir que ce sont des gens qui sont en dehors de leur réalité, qui sont en dehors même des réalités du temps moderne, qui veulent simplement exister pour faire du bruit et perdre du temps aux Ivoiriens. Mais au-delà de tous ces facteurs, ça nous démontre un peu l'esprit même de la société ivoirienne aujourd'hui, qui n'est plus prête à laisser son temps se faire perdre par des politiciens improductifs qui pensent encore que le monde a du temps pour les écouter. Ça, c'était la première thématique du jour. La deuxième, avancée majeure pour le métro d'Abidjan, pose de la première semelle préfabriquée du viaduc. Et donc, notre maire Ouragan parle beaucoup du métro d'Abidjan. Et quand j'ai vu le sujet hier, c'est à elle que j'ai pensé. Et je me suis dit, il est important qu'on vienne et qu'on puisse donner les quelques détails que nous avons pour l'instant pour que les uns les autres comprennent où nous en sommes. Le projet de métro d'Abidjan, l'un des plus ambitieux en Afrique de l'Ouest, a franchi une étape importante ce matin avec la pose de la première semelle préfabriquée du viaduc de la ligne 1. Cet élément clé, pesant environ 60 tonnes, a été installé à l'aide d'une barge, marquant le début de la construction des piles en lagune, une phase décisive pour le projet. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les étapes pour arriver à la fabrication, sinon à la mise en place du métro, a commencé à non seulement prendre vie, mais aujourd'hui, on voit que les éléments sont en train d'évoluer. Et déjà, les premières semelles, c'est-à-dire des gros bétons, des blocs de béton qui pèsent chacun 60 tonnes, sont en train d'être installés dans la lagune déjà. Et donc, ça veut dire que c'est un projet qui est en train d'évoluer fortement et qui ne peut plus connaître de retard. Et c'est une phase importante qui est en train d'être abattue en ce moment. Et donc, il faut savoir que c'est un projet structurant pour Abidjan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la construction de la première ligne de métro vise à répondre aux besoins croissants de la mobilité dans la capitale économique ivoirienne. Cette nouvelle infrastructure permettra de décongestionner le trafic routier, facilitant ainsi les déplacements quotidiens des populations. Le métro d'Abidjan s'inscrit dans un plan large visant à moderniser le transport en commun et à améliorer la qualité de vie des habitants. C'est un projet qui est important parce que ça va changer la manière même de faire le transport dans la ville d'Abidjan. Ça va changer les mentalités parce qu'on n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ça aussi, comme on le dit, tout nouveau, tout beau. Et donc, ça va changer les mentalités, ça va donc changer les habitudes. Et ça va permettre donc aux gens de pouvoir se déplacer plus facilement, mais aussi moins cher. C'est très important. Et ça va permettre de diminuer les, comment on appelle ça, traffic jams. Ça va diminuer la congestion des routes. J'ai envie d'utiliser un autre mot plus simple. Ça va diminuer le fait qu'il y a trop de véhicules qui circulent et ça crée des bouchons. On va prendre le mot bouchon. Voilà.
Et ça crée des bouchons. Et chaque fois à Abidjan, vous vous retrouvez piégé entre plusieurs véhicules et à ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitiez. Justement, c'est le mot que je cherchais, les embouteillages. Et donc, ça va faire éviter les embouteillages. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu sais que déjà, quand tu te réveilles, souvent pour aller au plateau, la distance n'est pas grande. Normalement, en 5 ou 10 minutes, tu peux y être. Mais que tu te retrouves en train de faire 1 heure du temps. Parce que il y a des embouteillages sur la route. C'est une perte de temps énorme. Et le métro va venir répondre grandement à ce problème-là. Et ça va beaucoup. Quand tu gagnes en temps, tu gagnes en efficacité. Et donc, comme disent les Américains, time is money. Le temps étant de l'argent, plus tu arrives à économiser ton temps, plus ça te permet de penser à autre chose ou bien même de te reposer. Et donc, ça va même améliorer même la qualité de vie des populations qui sont à Abidjan. Et ça, c'est important. C'est déjà 3 avantages. C'est-à-dire, ça va d'abord répondre à la facilité de se déplacer. Ça va changer les manières de réfléchir comment se déplacer à Abidjan. Ça va mettre fin au problème des embouteillages sur le trafic routier. Et ça va permettre aussi d'aider à améliorer la qualité de vie des habitants. Parce que plus vite tu te déplaces, plus de temps tu auras, soit pour te faire plus d'argent ou bien pour gagner en repos. Mais ce n'est pas tout. La pose de cette semelle préfabriquée marque une avancée majeure dans la réalisation du viaduc, structure qui permettra au métro de traverser la lagune. Il s'agit d'un exploit technique et logistique compte tenu du poids et de la taille des éléments à installer. À cette étape, témoigne de l'engagement des autorités et des partenaires internationaux à livrer des infrastructures dans les délais. Et donc, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur Internet. Vous allez voir qu'il y a un viaduc même qui sera réalisé. Et chacun des blocs de ce viaduc-là pèse 60 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une infrastructure qui va émerveiller l'Afrique de l'Ouest et qui va émerveiller les Ivoiriens parce que ça sera quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu. Et avec le régime du docteur Ouattara, c'est comment aussi mettre en harmonie le développement, mais aussi avec l'esthétique, le beau. Et ça compte beaucoup. Et donc, chers Ivoiriens, apprêtez-vous à avoir des infrastructures qui vont faire rêver le monde. Et ne soyez pas surpris que ceux d'à côté viennent y prendre des photos et un jour venir dire que ça se trouve dans leur pays. Comme ça a été le cas avec les Mabouliens qui ont pris des images de la Côte d'Ivoire, de notre indépendance, pour trafiquer cela en disant que c'était leur défilé militaire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que nous pouvions voir la marque des drapeaux ivoiriens devant les véhicules comme derrière. Et on leur a dit, allez chercher ailleurs, sinon ce n'était pas bon. On revient encore pour dire que la réalisation du métro aura des conséquences très positives sur les populations. Parce que déjà, les populations même attendent cela avec enthousiasme. Ça veut dire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et donc tout le monde est pressé pour voir à quoi est-ce que cela va ressembler. Et ça va donc, comme je le disais, résoudre les problèmes d'embouteillage chronique. Ça va améliorer la facilité de se déplacer. Et dès qu'on aura fini avec la première ligne, ce sont des milliers de personnes. On nous parle déjà de 500 000 personnes par jour qui pourront se déplacer facilement et qui gagneront en temps parce que ça sera très rapide dans les différents quartiers d'Abidjan et ça va réduire le temps de trajet entre les différents quartiers. Et donc vous voyez combien de fois ça peut créer même de nouveaux métiers. Par exemple, ceux qui font les deliveries peuvent automatiquement profiter du métro pour essayer de gagner en temps, pour éviter les feux tricolores, pour éviter
les embouteillages et pour éviter de payer du carburant, quelqu'un qui est intelligent peut se faciliter la tâche et utiliser le métro là où le métro va, ou bien presque, il essaye de gagner en temps, mais aussi en argent. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Si le métro quitte, par exemple, Port-Boué pour aller à Djamé et que je devrais faire une livraison, comment on appelle, à Yopougon, mais je prends le métro de Port-Boué pour venir au plateau. Peut-être, ça va me coûter peut-être 200, 300, c'est un exemple que je prends. Et de là, je prends en même temps le pont qui est entre le plateau, c'est-à-dire le 5e, et directement, en quelques minutes, je suis à Yopougon. Je prends un baka, peut-être 200 francs, j'ai réglé mon problème. Alors que si je devais payer du carburant, d'abord, 1 litre, ça coûte combien? Par rapport à la distance, ce n'est pas seulement 1 litre que je vais prendre. Ça fait un problème de carburant. De deux, la distance étant assez énorme, ça va me coûter en temps, sans oublier les feux tricolores et souvent même les embouteillages. Et donc, vous voyez que la personne qui va prendre, par exemple, le métro et essayer de décomposer gagne plus en temps et gagne en efficacité. Le viaduc du métro d'Abidjan sera une prouesse d'ingénierie avec des caractéristiques techniques modernes et des équipements de dernière génération. Le projet comprend la construction de quais de 100 mètres équipés d'une rampe piétonne et de parcelles pour assurer le confort et la sécurité des usagers. Le métro d'Abidjan symbolise le futur transport urbain en Côte d'Ivoire. Avec la pose de cette première semelle préfabriquée pour le viaduc, le projet entre dans une nouvelle phase de construction, rapprochant Abidjan de son objectif d'offrir un réseau de transport moderne et performant. Les habitants attendent avec impatience l'achèvement de cette infrastructure qui va révolutionner la mobilité dans la ville. Et donc, ça sera une prouesse qui va encore étonner tout le monde de par sa beauté, mais aussi, surtout, à travers les bénéfices qu'elle va apporter aux uns et aux autres. Et donc, soyez prêts et disons merci aux autorités qui chaque jour essayent de faire rêver les Ivoiriens pour nous rendre plus grands, et dans les symboles et aussi dans les faits, pour que l'Ivoirien ait la tête toujours haute et pour que l'Ivoirien se mette au travail. C'est de cette Côte d'Ivoire-là que nous avons besoin. Et une Côte d'Ivoire qui produit des résultats pour le bonheur de nos concitoyens, mais surtout pour les générations à venir, pour que ces personnes-là se souviennent que ceux qui ont vécu avant eux n'ont pas perdu leur temps. Et c'est ça la beauté du régime d'Alassane Ouattara. Il y a du travail et le travail est fait et ça se voit. Et ça nous facilite la tâche. On n'a pas besoin de crier. On dit seulement aller dans la ville et puis regarder ce qui se fait. Sujet numéro 3 qui sera le dernier. Financement de la campagne de Chirac, présidentielle de 2010. Critique contre le président Ouattara. Laurent Gbagbo, l'inconséquence jusqu'au bout. Laurent Gbagbo, dans une interview qu'il a accordée à Foka sur www.afomedia.com, le criminel à la conscience entachée de sang humain, Laurent Gbagbo, confirme les dires de Robert Bourgi, qui affirmait avoir reçu 3 millions d'euros pour Jacques Chirac. Il revient également sur la présidentielle de 2010, qu'il maintient avoir gagné. On est là, visiblement, entre grave aveu et contre-vérité. Et donc, pour ceux qui ont écouté, et beaucoup m'ont demandé, mais il faut en faire une analyse. Et la première chose que tu vas remarquer, c'est que il y a quelqu'un qui s'accroche à ne pas comprendre que chaque jour que Dieu fait, 2010 c'était 2010, mais que nous sommes en 2024, et que les mentalités ont changé, les réalités ont changé. Gbagbo, même si on te dit que tu as gagné là-haut, tu ne peux pas gouverner, le temps est passé. Tu n'as pas gagné, ça va te faire mal, on va te dire ça. Et puis, même si on te dit, il faut venir, tu as gagné là, on n'est plus en 2010. Donc, quelqu'un qui s'accroche à du vide, c'est quelqu'un qui est simplement inconséquent. Mais en même temps aussi, il profite pour faire dans des mensonges qui feraient même honte
à des individus de peu de valeur. Parce que pour moi, un homme, même quand tu n'as pas de respect pour ton âge, tu dois avoir au moins du respect pour ceux qui te suivent. Quand on parle de la VAR et qu'on fait sortir les dits et les faits de Laurent Gbagbo, c'est tellement simple qu'une personne qui a un peu de dignité, tu l'aurais fermé. Mais comme chez toi, la honte, et tu aimes te faire flageller comme un chien, parce que le chien, par définition, aime qu'on le maltraite, tu te mets dans la peau d'un homme chien pour raconter des contre-vérités, des mensonges, comme si les autres n'avaient pas leur cerveau en place. Et donc voilà la conclusion globale de cette diarrhée verbale à laquelle nous avons assisté. Sans oublier que Alain Le Focus est un réseau de désinformation, de la propagande en Afrique. Parce que toute cette énergie qu'il met avec ce média qui a été financé par les putschistes du désert, aujourd'hui c'est pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, mais il oublie qu'il a aussi ce même rôle-là à jouer en Afrique centrale et à nous dire comment le Cameroun se porte. Et il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment le Cameroun sera? Puisque d'aucuns parlaient de la mort éventuelle de Papa Nkunkumah. Je leur ai dit, attendons de voir ce que demain nous réserve. Tout être humain est mortel et le vieux Nkunkumah un jour va trépasser. Mais, selon moi, mes lectures, quand je regarde le Cameroun, quel que soit le cas de figure, le Cameroun est une cocotte minute, est une bombe ambulante. Pourquoi? Le Cameroun, dès que Paul Biya, on nous dira qu'il est décédé, le Cameroun va rentrer forcément dans un cycle de violence et de désordre. Parce que ça va galvaniser les Amba Boys, c'est-à-dire la partie anglophone. Et la partie anglophone, qui a aussi des idées sécessionnistes, va forcément avoir une convergence de ces idées avec Boko Haram. Et donc toute cette partie-là va devenir une bombe. Entre-temps, comme le régime de Papa Nkunkumah était aussi fortement ancré sur la xénophobie, le tribalisme, au sein même du gouvernement, il y a plusieurs tendances qui vont aussi se déchirer et se livrer une guerre. Sans oublier les partisans de John Ufrudi, l'ancien opposant qui est décédé, les SDF, eux aussi ils vont se mettre dans la partie. Et donc ça sera la mort même de l'héritage de Papa Nkunkumah. Mais au-delà de ce facteur, on aura au moins plusieurs factions qui sont politiquement ou militairement motivées et chacun va vouloir forcer le destin. Et là, c'est là qu'on va comprendre le drame de quelqu'un qui a fait plus d'un demi-siècle au pouvoir. Les mentalités n'ont pas évolué, les gens n'ont pas appris une nouvelle manière de voir la vie et de faire la politique. Il sera donc difficile pour les Camerounais, toutes les difficultés qu'ils n'ont pas connues. Quand il y a eu les démocraties, l'imposition des démocraties en Afrique, quand il y a eu les effets secondaires de ces démocraties qui ont été imposées à la au traité de la Baule, le Cameroun sera obligé de vivre plusieurs événements à la fois. Et donc ça va créer forcément une zone de turbulence. Et les politiciens étant trop habitués pendant plus de 50 ans à une manière de faire la politique, ils seront donc dans une phase d'apprentissage pour ceux qui étaient au pouvoir, mais aussi ça va aiguiser les dents des opposants pour essayer de les combattre. Et donc le Cameroun va connaître forcément une zone de chaos. Mais ce n'était pas ça l'objet de notre sujet. Au lieu d'être des intellectuels qui peuvent prévoir et puis essayer de trouver des solutions, c'est en Afrique de l'Ouest que Alain Focus, que Nathalie Lajambe et bien d'autres viennent expérimenter toutes les politiques de la vilainie, les politiques les plus dégradantes. Et on trouve des Africains qui suivent ces personnes-là, mais qui ne demandent jamais à ces mercenaires intellectuels pourquoi vous ne faites pas les mêmes choses dans vos pays. Dans son ouvrage intitulé « Ils savent que je sais, ma vie en France-Afrique », Robert Bourgi révélait avoir reçu Laurent Gbagbo
et obtenu la somme de 3 millions d'euros destinée à l'ancien président français Jacques Chirac. Des faits que Laurent Gbagbo a confirmés dans l'interview qu'il a accordée à Alain Faucu. Oui, c'est exactement 2 milliards de francs CFA, a répondu Laurent Gbagbo à la question de savoir s'il a dû acheter la paix en donnant de l'argent à Paris. Et donc, Laurent Gbagbo dit oui, que lui, il a donné 2 milliards de francs CFA à Chirac pour que, en retour, il puisse avoir la paix. Et ça contredit gravement ce que... Parce que cette thématique que vous développez, c'est dans les 2 semaines que vous avez trouvé ça. Mais ça contredit fortement ce que vous dites, que c'est Paris qui a mis Ouattara au pouvoir. Et que sans Paris, vous aviez les moyens de battre le président Ouattara et les rebelles. Mais voilà que Laurent Gbagbo vient de vous dire que lui, il a payé pour la paix. Ça veut dire lui, il a payé Chirac pour avoir la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas payé l'argent là, ceux qui étaient là et qui combattaient du camp opposé là, ils avaient les moyens de l'enlever au pouvoir. Donc, en conclusion, ce ne sont pas les Français qui ont aidé les rebelles à installer Ouattara, mais c'est parce que Laurent Gbagbo a payé les Français que cela lui a donné le temps de rester injustement au pouvoir. Je ne sais pas si mon raisonnement est bête, mais pour moi c'est très logique et c'est très clair. Ça veut dire donc que, en réalité, si on se base sur votre propre logique, que Laurent Gbagbo a dû payer, acheter la paix en donnant de l'argent à Paris, ça veut donc dire que Laurent Gbagbo savait que ceux qui étaient en face de lui étaient des vrais garçons et que ces gens-là n'avaient pas besoin forcément de l'armée française pour pouvoir installer le président Ouattara. Si vous voulez qu'on parte sur cette lancée. Mais c'est une manière de cacher la vérité. Parce qu'au moment où l'argent a été donné, il y avait déjà les accords qui avaient été signés. Et nous n'étions pas, c'est vrai, on parlait de guerre, mais il n'y avait rien qui obligeait Laurent Gbagbo à donner de l'argent. Parce que l'interview est là et tout le monde peut l'écouter. Chirac a dit à travers Bourgi qu'il y aura des élections. Et d'habitude, on demande de l'aide au président africain. Si notre camarade Laurent peut nous aider, ça serait une bonne chose. Voilà ce qui a été dit. On ne va pas tromper les gens pour mentir. Même dans votre mensonge, là, on vous attrape. Voilà ce qui a été dit. Les interviews sont là. Si vous n'êtes pas content, on les fait jouer devant tout le monde ici. Maintenant. Les Français s'en foutent que nous soyons en guerre ou que nous ne soyons pas en guerre. C'était pour préparer leurs élections. Et tu leur as donné l'argent, pas pour payer la paix, mais pour que tu puisses rester au pouvoir illégalement, en pensant que tu fais plaisir aux Français, cela va suffire, alors que ça démontrait que tu étais un nul. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Et c'est ce que j'ai dit. Vos mensonges, ça ne va pas prospérer avec nous, parce que nous sommes contemporains des faits. Et nous, là, nous, on a les arguments qu'on peut mettre devant tout le monde. Donc, vous allez faire un mensonge, là. On va sortir le mensonge, l'exposer comme je viens de faire. Vous montrer que le mensonge lui-même ne tient pas. Et puis, on va exposer la vraie vérité devant les gens comme je viens de le faire. Donc, ça, c'était le premier mensonge qu'il avait eu à étaler. Souverainiste et adepte de la France-Afrique. Étonné que son interlocuteur crache le morceau, Alain Faucu demande, mais pourquoi vous donnez? Laurent Gbagbo de répondre, parce qu'on m'a demandé. Effaré, Alain Faucu le relance. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'on vous demande. Réponse de Laurent Gbagbo, écoute, c'est Chirac, hein? Hop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo, le panafricain, celui qui a créé le PPACI, là, lui, il a peur des Blancs. Il dit, c'est Chirac, hein? C'est Chirac. C'est un Blanc. Les Blancs ne sont pas n'importe qui. C'est que pour nous, c'est fini. Ça veut dire nous, ceux qui devraient nous défendre, ceux qui devraient être nos Samori Touré, ceux qui devraient être nos Chaka Zulu,
eux, ils ont peur aujourd'hui de Chirac. Ça devrait faire honte aux partisans de Laurent Gbagbo. Il dit, écoute, c'est Chirac, hein? Le monsieur, est-ce que tu étais obligé de payer? Est-ce que toujours, tout ce qu'on te demande, tu donnes toujours? Il dit, ah là, mais c'est un Chirac, hein? Faut pas t'amuser. Quelle honte. Quelle honte. Quelqu'un qui dit qu'il est un vrai Woody ne parle pas comme ça. Un vrai Woody, là, tu affrontes. Déjà, tu es en train de crier. Ceux que tu critiques d'être des impérialistes, là, Chirac était ton Dieu. Et donc, parce que ton Dieu t'a demandé quelque chose, tu ne peux pas refuser. C'est ça on appelle quelqu'un. Par qui tout passe là. C'est ça on appelle un Woubi. C'est pourquoi je t'appelle Laurent Woubi. Une réponse pour le moins inconsistante, voire incongrue, pour quelqu'un qui se proclamait souverainiste et annonçait Urbi Orbi qu'il voulait rompre avec la vieille pratique de la France-Afrique. Laurent Gbagbo, est-ce que ce n'est pas toi qui criais devant tout le monde? Moi là, je vais lutter contre les Français. C'est moi, j'ai créé ça. Déjà, toi-même, tu as peur de ce que tu veux combattre. Déjà, toi-même, tu te cachais parce que tu avais peur de ton Dieu Chirac et tu favorisais les sales pratiques de la France-Afrique. Il paraît en effet inconséquent qu'un héros du souverainisme soudoie un président français, pourtant taxé à l'époque des faits des néocolonialistes voués publiquement aux gémonies. Alors que Chirac, c'est un néocolonialiste, un impérialiste, toi tu as pris l'argent des pauvres Ivoiriens pour aller donner ça à un néocolonialiste. Et qu'est-ce que tu veux que cette personne fasse si ce n'est que répandre son impérialisme sur l'Afrique? Donc tu as aidé les impérialistes, tu as aidé les néocolonialistes, tu as aidé la France-Afrique. Et le président Ouattara n'a jamais fait, ça ne lui a même pas traversé l'esprit de faire cette honteuse méthode que toi tu es en train de chercher à justifier aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurent Gbagbo est disqualifié pour se porter en souverainiste, pour avoir trempé dans les pratiques inhérentes à la France-Afrique avec lesquelles il prétendait vouloir rompre avec son accession au pouvoir. Laurent Gbagbo, quand tu es quelqu'un, c'est que tu as dit à tes militants là, que toi tu es un abolo, un atiti dernier cri là, que toi là, toi tu vas lutter contre les Français. Quand tu es venu là, tu t'es déculotté et les Français te l'ont mis profondément comme un woubi. Donc là, il faut aller dire à tes partisans que tu n'as pas été capable de faire leur combat et que tu as été une poule mouillée qui est venu faire pire même que Félix Houphouët-Boigny parce que simplement tu pensais que cela allait te sauver alors que les gens te voyaient en idiot. Outre cet aveu, le criminel Omer Taché de sang Laurent Gbagbo en minuscule s'est livré à des contre-vérités, revenant sur la présidentielle de 2010. Nous savions depuis toujours que j'avais gagné les élections de 2010. Le problème, c'est que le gouvernement français dirigé alors par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République à fanfaronner Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit qu'eux, ils savent toujours que c'est lui qui avait gagné les élections de 2010. Mais le problème là, ce sont ces dieux français. Ceux que lui, il adore là, ses patrons, ses maîtres là. Malgré que lui, il a tout donné à la France. Le conteneur à port, il a donné Orange Côte d'Ivoire à comment on appelle, à Paris. Il a donné la Sodeci. Il a renouvelé le contrat. Et il a tout donné. Il a donné des marchés même aux Français sans rien attendre en retour. Mais il n'a pas compris. Ça, c'est ce que Mamadou Koulibaly disait. Il n'a pas compris pourquoi Paris ne voulait pas l'aider dans sa forfaiture. Et ça, Laurent Gbagbo ne comprend pas cela. Parce que quand il parle comme ça, tu as l'impression que, effectivement, c'est Alassane Ouattara qui avait perdu les élections. Mais dans la réalité, Laurent Gbagbo, qui a fait venir le certificateur, j'ai déjà fait des émissions sur ça. Et les conclusions de l'Union africaine. Et les conclusions de l'Union européenne. Et les conclusions de la CEDEAO. Et les résultats de l'INS. Et les résultats de la SOFRES. Bon,
là où tu as gagné là, il faut nous donner la source qui dit que tu as gagné. La source qui dit que tu as gagné là, cette source-là dit qu'elle était possédée par le démon. Et cette source a reconnu les faits. Mais toi seul là, ce que tu dis ne peut pas être une vérité parce que toi tu l'as proclamé. Il y a longtemps que je le dis. Je leur avais même proposé de venir recompter les bulletins électoraux. À Bouaké, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont donné plus de 100 000 voix à Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo, c'est facile de parler. Dans la zone sud, vous avez empêché les gens de voter. Dans la zone de Bouaké, tu as annulé les 100 000 voix là. Le mensonge là, ça ne passe pas, Laurent Gbagbo. Tu as annulé les 100 000 voix et tu as ajouté 6 autres régions dessus. Tu étais à 51%. Tu n'as jamais demandé le recomptage des voix, c'est un mensonge. Tu as annulé des voix pour t'imposer illégalement. Et donc même les 100 000 voix, si on suppose que ton mensonge, supposons que ce soit une vérité là, mais les 100 000 voix là, quand tu as éliminé la région de Bouaké là, tu as enlevé ça dedans. Si on suppose que c'est ça le fondement de ta logique, pour dire que tu as demandé qu'on recompte les voix, parce qu'à Bouaké, les rebelles avec qui tu es aujourd'hui avaient ajouté 100 000 voix. Bon, enlevons les 100 000 voix. Quand on enlève les 100 000 voix là, il reste 6 autres régions que tu avais éliminées. Ajoutons-les. Tu perds toujours les élections. Cousin, le mensonge là, ça ne paye pas. Surtout quand tu as un âge comme ça là. Regarde tes enfants comme nous, on vient ici pour démonter tes mensonges. Tu es simplement dans du dilatoire. Parce que si on reprenait les comptes là, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait par le certificateur. C'est ce qui a été fait par l'INS. C'est ce qui a été fait par Sofres. C'est ce qui a été fait par la commission qui a été créée par l'Union africaine là. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont recompté les voix. Comme tu veux jouer les ignorants, on va te remettre sur la voie du salut. Et donc tous ceux-là, quand ils ont recompté, et ils ont demandé à Tonyao Paul Ondri qui était habité par le Satan, les endroits, les 7 régions que vous avez éliminées, il y avait quoi là-bas? Ils disent non, qu'il y a eu des violences et il y a des femmes qui ont été violées. On lui a demandé, mais les femmes là, elles ont été violées où? Il ne pouvait pas avoir un autre endroit où elles puissent être violées si ce n'est que dans les centres de vote. On leur a demandé c'est où les femmes ont été violées. C'est là qu'ils se rendent compte que leur mensonge ne tient pas. Parce que s'il dit dans les centres de vote, on va dire en pleine journée devant les gens. Et là, les gens lui ont dit, ton commerce là, c'est pas bon, il faut laisser. Ton commerce là, ça ne tient pas, il faut laisser. Hein? Il faut laisser. Mais Laurent Gbagbo, prenons ton mensonge de 2024 là. Tu veux qu'on recompte les voix, il n'y a pas de problème. Donc remettons tous les votes ensemble. Supposons que tous les Ivoiriens ont voté. Maintenant, comme tu viens dire que tu veux qu'on recompte les voix, et qu'à Bouaké, le problème aujourd'hui, c'est qu'à Bouaké là, tes amis rebelles, Soro Guemo Haute là, avaient mis 100 000 voix pour le président Ouattara. Ok. Maintenant là, supprimons tous les votes de Bouaké. Les 100 000 voix qui ont fait gagner Ouattara là, plus Bouaké même là, supprimons. Mais conservons les autres 6 régions. Le président Ouattara te gagne toujours. Donc là, tu vois que c'est du dilatoire. Et c'est un mensonge qui n'est même pas bien ficelé. Et à ton âge, je me demande comment ta femme, tes enfants et ceux qui sont vraiment tes proches te voient parce que tu fais honte. Tu fais honte. Si c'est avec des arguments aussi comment je vais appeler, nauséabonds, que tu te promènes pour clamer que tu avais gagné les élections présidentielles, alors là, Laurent Gbagbo, tu te fous de ta propre gueule, comme dirait quelqu'un. Présidentielle 2004, 4e mandat, que de contre-vérité. On est là dans un cas flagrant de dénégation d'une défaite électorale que tous les acteurs qui sont intervenus dans la crise post-électorale ont confirmé. Du certificateur du scrutin d'alors, Young Ji Choi, au panel de l'Union africaine, en passant par les médiateurs mandatés par la CEDEAO, tous ont conclu à la victoire d'Alassane Ouattara. Même le président du Conseil constitutionnel d'alors, Yao Paul Ndré, qui avait proclamé Laurent Gbagbo vainqueur, s'est par la suite dédié
en avouant publiquement avoir été possédé par le Satan. Avant lui, c'est l'ancien numéro 2 du régime de Laurent Gbagbo, Mamadou Coulibaly, qui a dit publiquement que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Et voici ce que Mamadou Coulibaly disait. Je suis allé voir Gbagbo chez lui pour lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il doit céder le pouvoir, a soutenu Mamadou Coulibaly. Quelque temps après la chute du pouvoir des soi-disant socialistes. La vérité, c'est cela. Libre aux criminels et à la conscience lourde de Laurent Gbagbo de continuer de s'accrocher à ses lubies censées doper son moral et celui de ses partisans. Donc là, des partisans que tu donnes dans une voie suicidaire, à travers des contre-vérités qui seront improductives, au lieu d'écrire un livre de programme, au lieu de parler de ton bilan, tu fais de la perte de temps, Laurent Gbagbo. Dans la même interview, Laurent Gbagbo en minuscule estime que le président Ouattara en grand caractère 10 000 fois n'est guère fondé à exercer actuellement le pouvoir et même de vouloir éventuellement être candidat à la présidentielle de 2025. Et voici ce qu'il dit. Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats, a soutenu Laurent Gbagbo. Et d'ajouter, ce qui est la faute, c'est que nous sommes déjà dans son 3e mandat. Ce qui est une faute. Non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat. Pour Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est dans l'illégalité totale. La position du criminel aux mains entachées de sang humain Laurent Gbagbo est pour le moins discutable. De fait, les juristes, au nombre desquels le président du Conseil constitutionnel d'alors, Mamadou Koné, estimait que la nouvelle loi fondamentale votée en 2016, ayant instauré une 3e république, le compteur était remis à 0. Et donc, le président sortant Alassane Ouattara était fondé à se porter à nouveau candidat sur cette base-là et que les mêmes juristes estiment qu'il est encore fondé à candidater à la présidentielle de 2025 pour un 2e mandat de la 3e République. Si le cœur lui en dit, de ce point de vue, Laurent Gbagbo a tout faux d'avancer que le président Ouattara lorgne un 4e mandat, alors même qu'il exerce actuellement un 3e. Et là, on va faciliter la chose rapidement. Quand vous avez une nouvelle constitution, on dit que vous avez changé de république. Je prends Mamadou Coulibaly. À l'époque, Mamadou Coulibaly a dit, lui, il est opposé à la nouvelle constitution qui a été votée en 2016 parce que ça va nous amener dans une nouvelle république et ça va permettre au président Ouattara d'être candidat. Il dit, c'est pour ça, lui, il ne va pas voter. Maintenant, là, Mamadou Koné, là, lui, il est décédé. Mais est-ce que les professeurs Ouagadougou ne sont pas là? Qui sont ceux qui ont écrit la constitution de 2016? Ouagadougou en fait partie. Mais Laurent Gbagbo, tes folies et tes passions, là, ce n'est pas de la vérité. Apporte-nous des preuves pour dire, voilà, des juristes qui ont dit qu'il ne peut pas être candidat. La constitution qui a été faite en 2000 et qui a pris fin en 2015 et la nouvelle constitution qui a été votée en 2016, ça veut dire de 2000 à 2015, ça c'était la 2e République. C'était la 2e constitution de la Côte d'Ivoire. Avant cela, il y avait la Première République de 1960 à 2000. La constitution dans laquelle Félix Houphouët-Boigny, Bédié et autres ont géré leur pouvoir. Quand Guy Robert est venu, vous avez écrit une nouvelle constitution. C'est ça qui nous a fait quitter dans la Première République pour venir dans la 2e République. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir,
eux aussi, ils ont changé la constitution et cette nouvelle constitution est rentrée en exercice en 2016. Maintenant, ceux qui ont écrit la constitution disent, une fois qu'on change de république, une fois qu'on change de constitution, les anciennes lois là ne comptent plus. Donc, le président Ouattara là, en 2010 là, quand il a commencé son mandat, jusqu'en 2015 là, et puis il a fait son deuxième mandat là, ça c'était dans la première constitution. Pardon, dans la deuxième constitution. Ça veut dire la constitution que toi, Laurent Gbagbo, tu avais eu à écrire. Cette constitution n'est plus en vigueur. Mais tu mens aux gens que la constitution dit qu'on ne peut pas faire 2 mandats. Mais partons sur cette base, il n'y a pas de problème. Mais si le président Ouattara a utilisé la constitution de 2000 pour faire un premier mandat et un deuxième mandat, et qu'après cela, en 2016, il y a eu changement de la constitution, donc changement des règles du jeu, les anciennes lois ne s'appliquent plus à lui, ne s'appliquent plus à toi, ne s'appliquent plus à personne. Laurent Gbagbo, tu peux être candidat, mais apporte les preuves que tu mérites d'être candidat. C'est ça qui est ton problème. Et tu veux distraire les gens pour te mettre au même niveau, pour tirer le président Ouattara dans l'illégalité comme toi. Alors que la constitution de 2016, le président Ouattara est à son premier mandat de la 3e République. S'il est candidat en 2025, ça lui fera son 2e mandat de la 3e République. Et c'est tout. Toi-même, tu veux être candidat. Si maintenant, tu veux qu'on tienne compte, ce que j'ai dit là, supposons que ce ne soit pas vrai, alors que c'est de la pure vérité, mais supposons que ce n'est pas vrai. Toi-même, tu veux être candidat en 2025 là-haut. C'est pour faire quel mandat? Laurent Gbagbo, si tu t'es accroché au pouvoir en 2010 là-haut, c'était pour faire quel mandat? C'est bon d'aller à l'école, hein? C'est bon d'aller à l'école. En 2010, là, tu es venu au pouvoir en 2000. Tu as volé le pouvoir en 2005. Tu as fait 5 ans cadeau. Ça fait 2 mandats. En 2010, on a fait élection. Tu dis que tu as gagné. Supposons que c'est toi qui as gagné. Maintenant que tu as gagné là-haut, c'est quel mandat? Ça veut dire que toi-même, la constitution que tu as eu à écrire là, la constitution de 2000 là, tu as violé ça. Si tu dis que tu as gagné, Laurent Gbagbo à l'école est bon. La constitution que toi-même tu as eu à écrire là, tu l'as violée en voulant te maintenir au pouvoir pour un 3e mandat. Et donc, tu es très mal placé pour dire au président Ouattara que lui veut faire un 2e mandat, alors que toi, tu as voulu faire un 3e mandat. C'est parce qu'on t'a arraché comme un fruit pourri. Dans toi-même, la constitution que tu avais écrite, tu voulais la violer en faisant un 3e mandat. Parce que si on te laissait là-haut, en 2010, là, tu allais faire quel mandat? Alors que ta constitution te dit de ne pas faire 2 mandats. Tu as fait 2000 à 2005. De 2005 à 2010. Donc, tu avais fini. Tu avais fini. Tu ne pouvais plus être candidat. Mais tu as forcé pour aller aux élections en 2010. Dans toi-même, ta constitution qui disait que tu pouvais faire 2 mandats. Et puis maintenant, tu dis que tu avais gagné. Supposons que tu as gagné. C'est quel mandat tu vas faire maintenant? Et est-ce que ça ne contredit pas la constitution de 2000? Tu seras en train de faire un 3e mandat. Mais laissons tout ça. Comme tu n'as pas fait ça, maintenant prenons la constitution nouvelle qui est là. Tu as été déjà président 2 fois, non? Maintenant là, quand tu vas être candidat maintenant là-haut, c'est en fonction de l'ancienne constitution mais de la nouvelle constitution. Laurent Gbagbo, tu ne peux pas venir nous dire que c'est en fonction de l'ancienne constitution. On m'a te dit, mais tu as déjà fait 2 mandats, donc c'est fini pour toi. C'est là que tu vas te retrouver à dire, non, mais la nouvelle constitution me permet d'être candidat. C'est justement aussi cette même réalité qui permet au président Ouattara d'être candidat parce qu'il y a eu changement de république. Ce qu'on dit, c'est tellement simple. Et votre mauvaise foi, elle ne passera pas. Parce que nous, on va expliquer simplement pour que les gens comprennent et pour qu'on puisse évoluer. Tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui, non, comme c'est moi, Laurent Gbagbo, c'est Ouattara qui ne peut pas faire un autre mandat supplémentaire, mais moi, Laurent Gbagbo, je peux faire. Au nom de quel droit?
au nom de ta passion. Mais Laurent Gbagbo, ta passion, nous, on la met dans la poubelle. On s'en fout de toi et de ta passion. Tu n'es rien pour nous. Peut-être c'est pour tes partisans que tu es quelqu'un. Mais pour nous, là, tu ne vaux même pas la merde. Pour te dire les choses en vrai. Et donc, Laurent Gbagbo, quand tu parles là, et toi et tes partisans, soyez un peu logiques. Et nous aurons des réflexions implacables pour vous montrer que vous êtes rien et que vous ne connaissez rien. Parce que si on te prend aujourd'hui, on te demande, tu seras candidat. Mais tu seras candidat, est-ce que ça sera ta première élection? Parce que dans la deuxième constitution, tu avais déjà fait 2 mandats. Tu n'as rien, tu n'as autre choix que de dire non. C'est en fonction de la constitution de 2016. Donc je m'inscris dans la nouvelle république. Et c'est dans cette même nouvelle république que s'inscrit le président Ouattara. Et cette nouvelle république, la 3e, lui permet de faire un 2e mandat. Et donc il ne faut pas mentir aux gens, ça ne passera pas. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et quand nous faisons sortir ces arguments, c'est pour que les militants du RHDP comprennent bien et que vous puissiez expliquer cela aux GOR pour leur dire qu'ils ne peuvent pas nous tromper et que nous sommes aguerris et qu'on est prêts. Et donc, mesdames et messieurs, on a fini, on a terminé. Tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous rapidement. On n'a que 30 minutes. En fonction de ceux qui vont se signaler rapidement, on va vous donner le peu de temps qui est disponible. Et donc, ceux qui voudraient parler, faites signe pour qu'on puisse vous donner la parole rapidement et fermer les débats. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont aimé le peu d'analyse qu'on a pu faire. Mais surtout, l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est que vous puissiez relayer ces messages en expliquant aussi simplement pour que les gens comprennent et pour que les gens sachent décoder les discours politiques pour ne pas se laisser berner. Et comme je l'ai dit, le temps n'est pas en notre faveur. Chaque seconde, la meilleure manière, c'est de nous écrire que vous souhaitez prendre la parole. Parce que c'est les difficultés que nous rencontrons. Donc quand on dit à ceux qui ont l'habitude, n'appelez même pas. Par habitude, on dit les mêmes choses. Écrivez simplement, je veux la parole. Ça nous aide énormément. Et ça fait moins de bruit. Et ça nous fait gagner en temps. S'il vous plaît, respectez ces principes. Parce que de notre côté aussi, ce n'est pas toujours facile. En même temps que je fais le direct, je suis confronté aux attaques. Je dois aussi surveiller et en même temps réfléchir. Les différentes instructions qu'on donne là, essayons de les respecter. Ça facilite aussi la tâche à celui qui est en train de faire ce travail énorme. Ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de trucs. Et ceux qui ont déjà l'habitude, ne vous fatiguez pas. Juste envoyez un message, je vais prendre la parole, ça sera suffisant. C'est parce qu'on est fortement attaqué. Souvent, quand vous appelez, on ne voit pas. Et donc, chaque jour, quand on répète les mêmes choses, quelque part aussi, essayons de comprendre et de nous adapter. Ça va beaucoup nous aider aussi. Allô? Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va pour le mieux. Et la famille, tout le monde va bien? Oui, grâce à Dieu, tout le monde va bien. Donc, on va vous laisser 5 minutes pour pouvoir vous exprimer. Ok, merci beaucoup. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est beaucoup attaqué. S'il vous plaît, pompons les cœurs. Vraiment, bonjour l'éclaireur, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, on va dire encore grâce à Dieu, merci pour cette journée encore. L'éclaireur, merci pour tout ce que tu fais. Gbagbo Laurent, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, à ton âge, auprès de la tombe, parce que tu n'es plus loin de la tombe, hein? Parce que Dieu nous dit que chaque jour qui passe, nous nous approchons de notre tombe. Avec l'âge que tu as là, en approchant vers ta tombe là, tu continues de mentir aux gens. Mais franchement dis, hein, mais moi je comprends quelque chose. Hey, Gbagbo Laurent, si tu as une Bible à la maison, c'est que c'est un décor. Si ta femme Nadia aussi a un Coran dans sa maison, c'est que c'est un décor. Parce que si vous lisez ces livres là, vous allez comprendre que Dieu nous dit quelque part que c'est moi seul qui peut amener à la lumière. Mais de la manière dont nous voyons là, c'est dans le noir, Gbagbo Laurent, tu vas rester aussi.
Oui. Parce que tu es dans le faux et tu resteras dans le faux et tu iras dans le faux. Mais c'est pas possible. Ce discours cette interview que tu viens de faire avec Alain Focal encore, ça fait honte. Ça fait honte. Je ne sais pas, on ne sait même pas qui est en train de te blaguer. Mais c'est bien. Continue comme ça. C'est parce qu'actuellement, ton combat là, ce n'est plus nous les humains. C'est avec Dieu maintenant que tu fais le combat. Et Dieu, comme il te tient là, voilà pourquoi tu ne pourras jamais voir la lumière jusqu'à la fin de tes jours. Parce que regardez quelqu'un qui est en train de partir vers sa tombe et qui continue d'agir comme ça, qui veut encore le mal pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que vous partez dans les funérailles? Est-ce que vous partez aux enterrements des gens? Est-ce que vous partez voir les malades couchés à l'hôpital? Quand même, ça donne des conseils. Oui. Tu as fait ton temps, tu n'as rien foutu, tu es parti. Il faut laisser notre Côte d'Ivoire tranquille dans la paix. Au moins, il faut mourir pour laisser la Côte d'Ivoire dans la paix. Mais toi, tu veux mourir pour laisser la Côte d'Ivoire dans la belligérance, dans la xénophobie. Mais Dieu t'attend là-bas. Oui. C'est qu'on dit c'est important de partir au cimetière, d'aller à l'enterrement, qu'on fait descendre quelqu'un dans la tombe, pour que toi-même, ça te serve de conseil dans la vie. Et la politique là, quand vous parlez, vous dites politique, il n'y a pas Dieu dans la politique. Mais la politicien ne meurt pas. Est-ce que les politiciens sont des immortels? Mais quand même, Babo, ça m'a compris que toi, tu ne verras pas la lumière, l'éclaireur. Moi, je m'arrête là pour laisser la place aux autres. Vraiment, merci l'éclaireur. Demain, c'est la journée 1. L'éclaireur doit faire... demain, non, l'éclaireur. Oui. C'est aujourd'hui, lui, demain, non. Oui, c'est aujourd'hui 10h de Paris. 4h du matin de chez nous. Ok. Donc, l'éclaireur sera en débat. Donc, tous les EPV qui pourront suivre, pardonnez, allons-y supporter notre éclaireur. Parce que nous savions que l'éclaireur, tu es dans la vérité, tu seras dans la vérité. Moi, tout ce que je te souhaite, je te souhaite comme souhait, c'est que Dieu te donne la patience de pouvoir écouter ces gens-là, ces menteurs. Parce que comme tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir là-bas, et que vous puissiez leur donner les réponses qu'il faut. Vraiment que Dieu vous couvre, que Dieu couvre toute la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa de tous ceux qui sont autour de lui, et que Dieu ait la paix sur la Côte d'Ivoire, et que tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire tombe, que Dieu même les fasse tomber. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour les prières, et puisse Dieu les entendre, et que Dieu nous protège tous, et surtout que la vérité puisse triompher, et que le mensonge puisse être mis à nu. C'est ça le souhait de le combat que nous faisons, et on va aller apporter notre contribution. Déjà, je souhaite le dire, ils nous avaient donné les thèmes. On était d'accord. Mais ils essayent d'augmenter toujours la taille des thèmes. Et je leur ai dit, non. Quand tu as organisé quelque chose là, pour toi-même ton propre respect, il ne faut pas changer les thèmes du contrat au fur et à mesure qu'on avance. Non, dis-nous quelque chose de clair. Vous avez dit, j'ai accepté. Jusque-là, je n'ai jamais posé de conditions. Je n'ai pas discuté les thèmes. Je n'ai pas demandé le lieu, le temps. Hier nuit encore, ils me disent qu'ils ont mis un nouveau thème encore. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Et donc, je serai là-bas en tout cas. Inch'Allah. Voilà, je serai là-bas, c'est tout. L'éclaireur, pardon, please. Comme nous, on a le même temps, il faut me piper. Par exemple, c'est là où Dieu me vient me limer. Donc, pardon. Ok. Moi, je vais faire l'effort de ne pas dormir et on va faire ça. Voilà, faut m'appeler, pardon. N'importe qui appelle, moi seulement, me dit c'est bientôt. Là, comme ça, il me réveille en même temps. Inch'Allah. La maman, Justine demande le débat, c'est quand? Le débat, c'est demain dimanche à 8h. Si vous êtes à Abidjan, 8h du matin. Si vous êtes à Paris, ça sera à 10h heure de Paris, ce qui fait 4h du matin heure de New York. Et donc, on sera là et on va apporter ce que nous pouvons. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. Merci bien, cher frère. Je vous en prie. Inch'Allah, à plus tard. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui veulent la parole, il y a beaucoup de personnes qui veulent la parole. Et donc, on va vous donner 5 minutes maximum pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, chère mère, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, et vous? Ok, Dieu merci, tout va très bien. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. D'accord, merci beaucoup, éclaireuse, de me laisser la parole. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vais commencer par parler du fait que je suis très heureuse, du fait que la fée ici n'existe plus, même si derrière, ça me laisse un goût amer. Je me dis que, comme on dit,
on va dire que comme il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, et voilà. Donc, de la manière que ça, on a pu mettre fin à cela, j'aurais préféré, et je pense que nous aurions préféré que cela se fasse chose bien avant, mais c'est pas grave, il vaut mieux plus tard que jamais. Donc, bon, je vais pas dire on remercie, je dis que voilà, c'est bien que l'État a pris voilà ses responsabilités. Merci, bon, merci. Merci à vous. On va dire ça comme ça. Je ne voulais pas le dire, mais voilà. Parce que derrière, quand même, il y a eu des morts et puis c'était pas normal que ce genre de choses existent encore en Côte d'Ivoire. C'est quand même la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis c'est dans la gouvernance du président docteur Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, celui qui a tout fait pour protéger les Ivoiriens. Voilà, donc Laurent Gbagbo, comme on le dit, ça c'était la création de Laurent Gbagbo ainsi que les gens du PDCI qui avaient créé comment on appelle, cette usine de crime, de choses, voilà, cette usine de criminalité, cette usine de, comment on appelle, d'assassins, d'escrocs, de malfaiteurs, des gens qui profitaient des droits des personnes, des Ivoiriens, dans notre pays. Voilà, Dieu merci que cela a pris fin et nous espérions que de ne plus voir ce genre de choses dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc après cela, je viens rapidement sur ce que vous avez dit, monsieur l'éclaireur, sur le mensonge, les mensonges de monsieur Laurent Gbagbo. Comme on le dit, ce monsieur ne peut jamais changer. Ça, c'est comment on appelle ça, le point fort des personnes, des incapables, des personnes qui n'ont rien fait de bon dans leur pays. En plus, on découvre encore que vous avez pris malgré le fait que vous n'avez rien fait de bon avec notre agent, comment on appelle là, notre agent en Côte d'Ivoire, vous avez aussi financé les pays que vous appelez aujourd'hui les impérialistes pour les nourrir, pour que eux ils puissent être derrière vous, comme d'habitude, pour que vous puissiez rester au pouvoir illégalement. Vous avez cru que vous pouvez gérer les choses comme vous voulez tous les jours. Tu penses que ces personnes n'ont pas compris que tu étais une personne sans parole? À chaque fois que vous partez dans les réunions, tu disais rouge et derrière eux, tu disais noir. Donc, ils ont compris en fait que tu n'étais pas une personne de confiance. Tu n'étais pas une personne à qui il fallait se fier. Donc, ils t'ont fait ça bien à l'envers, comme il a bien dit monsieur l'éclaireur. Ils t'ont mis ça bien comme sans vaseline là où il fallait, quoi. Et c'était très bien. Et voilà, tu peux pas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que c'est toi qui avais gagné. Comme d'habitude, c'est toujours toi qui gagne. Tu es une personne qui n'a jamais rien fait de bon, qui pense toujours, qui rêve toujours avoir gagné les choses illégalement. Voilà, donc il faut que tu comprends que cela ne peut plus fonctionner en Côte d'Ivoire. Les personnes inutiles, les personnes qui viennent d'un pays comme le Mali, un pays où les gens ont du mal avec les intellectuels, j'en profite pour saluer l'un des rares intellectuels du Mali, celui qui a compris que en fait, les individus comme Kémy Séba, je venais profiter sur la tête des Africains. Monsieur Issa Kaoudim, c'est un monsieur que j'adore, c'est un monsieur qui est cultivé, il fait partie des rares maliens qui savent où ils vont, qui savent où ils mettent les pieds, ils savent ce que ça veut dire travailler avec les Européens intelligemment. Il sait que voilà, il a bien expliqué, hein, comme vous avez bien entendu. Kémy Séba qui a été libéré, les gens qui commencent à crier, des personnes comme les Camerounais, les Béninois, et puis les Congolais comme d'habitude. Oui, grâce à la force des Africains, il a été libéré. Oui, ça veut dire que c'est une personne qu'on ne peut pas attraper. Est-ce que vous savez pourquoi on l'a laissé? Kémy Séba qui a déjà vendu les choses de l'Afrique à la Russie. Kémy Séba est prêt à vendre les Africains à tout le monde. Si les Français l'ont laissé, ça veut dire qu'il fallait en faire. Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit là-bas? Voilà, les Européens, surtout les Français, ils savent comment gagner dans ce qu'eux ils font. C'est ça qui les préoccupe. Le reste, c'est pas leur problème. Donc, voilà, c'est le temps. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir et bon week-end. À demain sur TikTok, n'oubliez pas. Merci. Merci infiniment, chère mère. On vous souhaite un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.
Allô? Oui, bonjour le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonjour frère Clara, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Ok, donc on va vous laisser vos 5 minutes rapidement. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer de façon rapide sur un seul sujet. C'est pour attirer l'attention du pouvoir RHDP sur les manœuvres de l'opposition en vue de déstabiliser le pouvoir en place. C'est pour attirer leur attention sur ce fait-là. Il faut redoubler de vigilance. Vous voyez, il y a déjà Robert Bourgi qui est venu parler. Après, c'est Alain Foucault à travers son nouveau média qui a été créé, qui vient interviewer. Et vous voyez, d'une manière ou d'une autre, les deux interviews ont un seul objectif, jeter les discrédits sur le pouvoir d'Abidjan et essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est tout, ça répond à rien d'autre que ça. Donc pour ce faire, nous demandons au pouvoir en place d'être assez vigilants. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours de cela, ils étaient sortis, l'opposition, PPACI, PDCI de Thiam, ils ont attaqué la liste électorale. Ce sont les interviews qui viennent de partout avec les mêmes refrains. Donc tout ça, il faut être vigilant. Hier, vous avez également dit que ici, sur la plateforme, que l'opposition a profité du mot d'ordre de grève qui a été lancé pour approcher des enseignants. Mais là aussi, il faut que les choses soient assez claires. Nous le disons. Soit vous décidez de faire la politique ou bien vous décidez de faire du syndicalisme. Si vous décidez de faire des revendications, soyons assez clairs et qu'on voit que vous avez des ramifications avec les politiques. Donc, quelque part, là, il y a un problème. Donc, pour être plus clair sur ce sujet, il s'agit de quoi au juste? Le pouvoir en place, à travers le renseignement, les soi-disant syndicalistes qui sont en réalité encagoulés, qui se sont rapprochés de l'opposition, qui ont effectivement pris de l'argent, si les faits sont avérés, il n'y a aucun problème. On convoque ces responsables syndicaux-là qui se disent syndicats, alors qu'ils ont d'autres agendas. On les convoque et puis on met les preuves en face. Voilà. La réalité est là. Tu as dit que tu veux faire revendication. Et on se rend compte que tu as eu des contacts avec tel opposant et même de l'argent a été donné. Si les faits sont là, les preuves, il faut les appeler et puis on met en place, c'est tout. Une fois que ça est là, on sait que vraiment les gens, ils ont autre agenda en tête. Donc il faut couper la tête du serpent comme on le dit. Voilà. Soyons assez clairs sur les choses. Il ne faut même pas, voilà, on va aller dans tous les sens. L'opposition qui a décidé de déstabiliser, je veux attirer l'attention du pouvoir, il faut être assez vigilant. Il faut être assez vigilant pour mettre de bonnes stratégies en place pour les contrer. Et même sur cette histoire des FESI, la FESI a été dissoute et les autres associations étudiantines, c'est une très bonne chose, c'est ce que nous avons toujours souhaité et nous remercions vivement le gouvernement. Mais, je veux en appeler à plus de vigilance. Il ne faudrait pas qu'on constate sur le terrain des politiciens de l'opposition ou bien des anciens fésistes manipuler ou bien leur donner l'argent de créer d'autres mouvements entre eux. Sur cette question, je veux recommander la stricte vigilance du pouvoir en place. On ne veut pas une renaissance sous une autre forme de la FESI. On ne veut pas une accointance entre les responsables de l'opposition et des étudiants. On ne veut plus que l'opposition ou bien la politique vienne s'immiscer dans le monde universitaire. Notre université a beaucoup souffert. L'enseignement supérieur ivoirien a été longuement détruit entre 1990 et je vais dire 2025 bientôt. Ça va faire 25 ans. Donc je pense que ça suffit comme ça. Ça suffit. La FESI dissoute, je veux féliciter le président de la République. Nous remercions vivement le gouvernement. Mais nous recommandons la stricte vigilance. On ne veut plus une renaissance sous une autre forme que ce soit. Nous voulons
tout simplement la disparition totale et la disparition définitive. On ne veut plus entendre parler de la FESI. On ne veut plus de ce genre de mouvement dans notre université. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Sunjata le Conquérant. Et vous devez être parmi les plus heureux parce que pendant très longtemps, nous avions ici combattu la FESI et nous avions demandé cette dissolution et elle a été obtenue. C'est une joie, mais il ne faudrait pas qu'on se blague. On se connaît en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent profiter 2 semaines après, créer d'autres mouvements ou même des situations. Et donc, ça porte le combat sur un autre niveau. Il faut vérifier réellement pour que cette association ne puisse pas renaître d'une autre manière. On espère bien que les gens resteront vigilants et qu'on puisse vraiment annihiler, extirper cette gangrène de notre environnement académique. Et surtout, c'était même un mouvement terroriste paramilitaire. C'était une honte pour la Côte d'Ivoire. Et merci aux autorités d'avoir pu atteindre cet objectif. Merci à vous-même. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur à la famille et vous-même. Je vous remercie beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Ok. Je vais bien, merci. Ok, donc on vous laisse vos 5 minutes. Ok. Bonjour à toute la classe. Mes parents, la Troisième République a été votée en 2016 par référendum et par la population et par le peuple de la Côte d'Ivoire, avec la participation de Soro Guillaume le dont l'âge a été illimité. Parents, allez vous enrouler pour voter le meilleur des présidents de l'Afrique entière, qui, lui, quand il dit, il fait. Son Excellence président chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Avec ADO, la solution, le factuel est sous nos yeux. Les ponts, les routes, les échangeurs, les écoles, le 13e salaire, les augmentations de salaire, la sécurité, la paix, libre expression des médias, libre expression des opposants flacons, vides, protection des biens et des personnes, maîtrise du cacao bon champ par le gouvernement du Prado, la deuxième première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara Fancy, projet d'investissement pour nos mamans, femmes dynamiques. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, mon éclaireur. Merci infiniment, chère mère. Merci de cette efficacité. Et j'ai parlé aujourd'hui de votre métro. Je crois que vous devez être la personne la plus heureuse. Et les choses avancent très bien. Et les travaux sont en train d'avancer à grands pas. Et merci surtout de rester résiliente et de continuer à demander que ça aille encore plus vite. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et un excellent week-end avec toute la famille. Pareillement pour vous tous Merci. et toute la classe aussi. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Mhm. Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, Dieu merci, Dieu merci. Donc, Je dis bonjour à... Ok, je dis bonjour à tout le monde, à la plateforme. Aujourd'hui, je vais intervenir, mais très bref. Ça fait un bon temps, nous sommes là pour sensibiliser les gens du PPACI, FPI, pour leur démontrer que la Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire aspire au développement. La Côte d'Ivoire a mis la violence derrière. Malgré sur les panels, des tutos partout, on les sensibilise. On a vu les carences. Ils ont mis tout en néant. Même l'arrangement
à la CPI, ils ont mis ça en cause. Parce qu'on a vu ici, tous les sages de la Côte d'Ivoire, ils sont allés voir le président Alassane Ouattara pour qu'il va aider son frère. Le vieux a dit oui, il a compris. À la suite de ça, ils ont fait un arrangement pour le libérer. Les gars de PPAC, ils nient tout. Ils refusent tout. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Moi, je lance un appel solennel à la justice ivoirienne, au président de la Côte d'Ivoire. Son problème de candidature de Gbagbo Laurent, je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à laisser où Gbagbo Laurent est. Il n'a qu'à laisser où il est, parce qu'il ne va jamais reconnaître le résultat. Malgré qu'ils ne soient pas implantés partout en Côte d'Ivoire, malgré qu'ils soient en retard, ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. S'il y a élection, je vous jure qu'il va y avoir guerre encore en Côte d'Ivoire. C'est très objectif. Donc je demande pardon au président. Je demande pardon à la justice. Où Gbagbo est là. Ils n'ont qu'à... Ok. On les a sensibilisés. On a tout dit. On a fait la démonstration. Mais j'insiste. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Ça fait combien d'années? Ils sont dans le faux. Donc, sur le message, je vais lancer à la population ivoirienne, à la justice et au président. Merci beaucoup. Je vous laisse là. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour ce que vous venez de dire. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Aucun Ivoirien ne dira qu'il n'a pas été sensibilisé. Aucun Ivoirien ne dira pas qu'il n'a pas été suffisamment informé. Moi, je pars sur des choses simples. Si on met le nom de Laurent Gbagbo pour lui faire plaisir, là, c'est qu'on va nier même... C'est comme si on niait tous les droits des Ivoiriens pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Mais si on peut violer toutes les lois de la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à Laurent Gbagbo, mais pourquoi donc organiser des élections et gaspiller de l'argent? On ne va pas seulement lui permettre d'être sur la liste électorale, mais on va le nommer comme président de la République à vie en même temps. Là, ça facilite les choses. Hein? Parce que là où on est aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo n'a pas de bilan. Laurent Gbagbo n'a pas d'objectif. Laurent Gbagbo n'a pas d'intention bonne pour la Côte d'Ivoire. Il vient pour diviser la Côte d'Ivoire, pour créer des génocides. Et donc, si le pouvoir actuel veut l'aider à compliquer la tâche et à se compliquer la tâche, ils n'ont qu'à lui accorder une amnistie. Et avec toutes les conséquences que cela va, j'ai déjà expliqué ça. Mais c'est qu'ils n'ont pas prévu. Une fois qu'ils vont mettre Laurent Gbagbo dans la légalité et dans le droit, c'est là maintenant qu'eux-mêmes les vont comprendre de quoi Laurent Gbagbo a fait. Est-ce qu'il n'est pas mieux de le laisser en conflit avec la loi pour que lui-même il cherche à se justifier, pour qu'il comprenne pour une fois que lui, Laurent Gbagbo, là, il n'est pas le seul. Et donc, là, il doit tenir compte des autres et respecter aussi les autres. Et puis, on va le mater dans cette illégalité-là. Ou bien, on le met dans la légalité et puis après, maintenant, on est pris dans nos propres cordes. La question, il n'y a rien de difficile là-dedans. Personne ne lui a dit d'aller braquer la BCAO. Personne ne lui a dit d'être un vagabond, un voyou, un bandit. Si tous les criminels se comportaient comme Laurent Gbagbo, les gens qui sont les gardiens des prisons, là, ils n'auraient pas de boulot. Et donc, là, dans une société organisée, là, ceux qui violent les règles sont ces mêmes personnes qui doivent se resocialiser avec les règles. Ce ne sont pas les règles. Ce ne sont pas ces personnes qui s'imposent aux règles. Donc, il est mieux de combattre quelqu'un qui est dans l'illégalité, dans le non-droit, que d'inscrire la même personne dans le droit et de venir avoir à faire un combat. Aujourd'hui, là, tout le monde sait. Laurent Gbagbo n'a rien d'autre que la violence. Mais ce qui fait blocage, c'est qu'il n'a pas le droit. Il n'est pas dans le droit. Maintenant, si le RHDP veut jouer avec les dieux pour nous réserver des lendemains chaotiques, des lendemains semés de feu, de sang, de ruines et de larmes, ils n'ont qu'à prêter
le flanc au jeu de Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à l'amnistier parce qu'ils ont eu peur de Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo partait braquer la banque là, est-ce qu'il a eu peur des Ivoiriens? Est-ce qu'il a pensé aux conséquences pour lui-même? Et donc, laisser Laurent Gbagbo, c'est volontairement qu'il s'est mis dans du banditisme, dans son vagabondage. Et c'est volontairement que lui-même, là, il connaît la route de la justice. Il a la grosse. Pourquoi il ne prend pas ça pour présenter aux gens? Si ce qu'il dit là, il n'a qu'à dire que lui n'a pas la grosse. La décision finale là, qui fait qu'il ne peut pas être candidat, là, il a ça. Dites-lui, vous qui êtes les militants, dites-lui de vous montrer ça. Voilà des gens qui n'ont que des slogans, le mensonge, tout ce qui fait honte aux gens. Chers frères, de la manière ils sont prêts à la violence là, c'est comme ça nous aussi on s'est apprêtés avec papa et puis maman de cette même violence là. Leur jour sera notre jour. C'est ce qu'on leur dit. Ils sortent à midi, à partir de midi 3 secondes. Ils vont voir de quoi nous on est capable. C'est ce que nous on leur a dit. Et c'est ça nous on attend aussi. Et nous disons à tous les Ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un qui connaisse l'importance de vos vies mieux que vous-même. N'écoutez personne, même le président Ouattara, ne l'écoutez pas. S'il vous dit non, restez tranquille, on va sauver vos vies. Dites-lui le vieux Bamba là. Quand tu as dit d'être tranquille là, le vieux Bamba est mort. Tu as fait quoi pour sa famille? Tu as fait justice? Tu as donné des indemnité à sa famille? La réponse qu'il va te donner là, ça va te comprendre pour dire qu'un homme ne peut pas tout faire. En 2025, en 2024 là, dès qu'il y a violence là, chacun défend sa vie. Et quand on te dit de défendre ta vie, ça veut dire que si ce n'est pas toi, ça sera l'autre qui aura ta vie. Et donc là, il ne faut même pas tourner en rond. Il faut faire ce que tu dois faire pour rester en vie, en neutralisant celui qui est venu attenter à ta vie. Et cette fois-ci, on va voir de quoi vous êtes fait. Et vous allez savoir aussi que ce qu'on vous dit là, si on s'amuse ou si c'est la réalité, vous allez comprendre. Merci beaucoup, chers frères. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Continuons à galvaniser seulement nos gens, c'est tout. Ok. Parce que nos gens aussi, c'est comme si eux sont... C'est comme si je sens de la lâcheté dans nos parents. Ça, je vous le dis, hein, chers parents. Je sens qu'il y a une forte lâcheté en vous. Pour vous-même, vos propres vies, on doit vous remuer comme ça. Assumez-vous et soyez dignes. Hein? Sinon, vous allez mourir comme des lâches. Parce que ces gars-là n'ont pas de limite. Hein? Ces gars-là, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. La seule chose qu'ils respectent, c'est leurs intérêts. Et s'ils vont trouver des lâches en face, non, nous, on n'a pas réagi parce que le président Ouattara, hey, c'est faux. C'est parce que vous n'êtes pas des gens courageux et dignes. C'est ce que nous, on essaye de vous faire comprendre. Et il est temps que vous vous assumez. Merci beaucoup, chers frères. Excellente soirée à vous, avec tous les bonheurs qui vont avec. Merci. Merci, regarde-moi. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas du tout de moindre. C'est notre mère Fiona, et c'est avec elle que nous allons terminer le direct du jour. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous font confiance, et tous ceux qui ont participé à faire de cette émission un succès, et qui ont permis que nous puissions la réaliser. Merci à chacun d'entre vous, et que Dieu nous préserve de tous les maux et de tout ce qui est négatif. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, éclaireur, je vais bien, merci. Et chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ok, merci de me donner la parole. Il n'y a pas de problème. Je salue tous les élèves de la classe et éclaireur, je vous dis merci. Merci beaucoup pour la démonstration que vous avez faite par rapport à la constitution de la Troisième République. Alors, donc, moi, je voudrais dire à Gbagbo qu'il prend des risques, hein, il se met vraiment en danger. Parce qu'on sait très bien que Gbagbo, il a participé au CNT en 2020, même s'il n'était pas sur le territoire ivoirien. Mais il revient encore avec des discours guerriers, à jeter le discrédit sur le pouvoir du président Ouattara. Mais il faut dire à Gbagbo que on a voté effectivement en 2016 pour la Troisième République. En France, nous avons 5 républiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des républiques successives. Voilà. Donc nous, en 2025,
on ira voter notre candidat, le président Ouattara, pour son deuxième mandat de la 3e République. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, parce que Gbagbo, là où il est, on sait très bien qu'il n'a pas d'argument. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas de programme, puisqu'il ne sera pas sur la liste électorale et il ne pourra pas être candidat en 2025. Voilà, donc il n'a pas d'argument, il essaie de tenir des propos pour essayer d'entacher le mandat du président Ouattara, mais de toutes les façons, nous on dit que le président Ouattara, il est légitime, il est dans ses droits et donc il sera encore candidat. Et donc nous allons le voter. Parce que même, je me rappelle, Geoffroy Kwao, celui que je ne porte pas forcément dans le cœur, avait dit que la loi autorise le président Ouattara à être candidat en 2025 pour le deuxième mandat de la 3e République. Voilà. Donc, même les opposants le disent. Donc, nous sommes en droit aussi de le dire, que le président Ouattara sera notre candidat. Voilà. Gbagbo qui se dit panafricain, alors qu'au fond, il ne l'est pas, puisqu'on sait très bien qu'il a renouvelé le contrat, tous les contrats juteux là, il les a donnés aux Français, vous les avez cités tout à l'heure, Bolloré, même l'Institut de sondage qui a fait le sondage pour lui est français. Voilà, je parle de Soufresse. Voilà, donc que Gbagbo, il arrête d'être dans un délire. Voilà. Et moi, à la limite, je trouve qu'il fait pitié parce que l'entretien qu'il a accordé à Alain Foucault, quand on voit Gbagbo, il n'arrive même pas à articuler et puis la gestuelle, ça ne suit pas du tout. Donc Gbagbo, il est au bout du rouleau, il est affaibli. Voilà, il veut se donner de la contenance, ça ne passe pas. Voilà, donc Gbagbo, qu'il prenne sa retraite, qu'il nous laisse tranquille, parce que nous, on ne veut pas retomber dans les mêmes travers. Voilà, on ne veut plus de violence, et donc que Gbagbo débarrasse le plancher, qu'il quitte la scène politique une fois pour de bon. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci infiniment, chère mère. Merci de cette belle efficacité. C'est à vous que reviennent les remerciements. Et moi, j'avais déjà conclu et remercier tous les auditeurs. On va vous laisser, comme on le dit à tout seigneur et tout honneur, on va vous laisser la possibilité de nous faire la conclusion. Et demain, nous nous retrouverons sur TikTok. Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais demander aux Ivoiriens de ne pas hésiter à aller se faire enrôler massivement. Voilà, la campagne de la révision de la liste électorale a été lancée aujourd'hui, je crois, et ça va durer jusqu'au 10 novembre. Donc, les jeunes majeurs, les primo-votants, c'est pour vous, surtout, allez vous faire enrôler parce que 2025, ça sera le un coup KO. Voilà, ça ne se dispute pas. Et voilà, donc je dis merci à tout le monde. Merci d'être là encore. Et voilà, donc je vous laisse bonne soirée et bon week-end à tous. Merci et également à vous, nous souhaitons un excellent week-end et tout le bonheur et toute la félicité divine. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous. Ce dimanche, aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà dans dimanche, demain, en tout cas le dimanche là, à 8h du matin, si vous êtes à Abidjan, allez sur TikTok, Ivoire Débat. Ceux qui sont du côté des Amériques, ça sera à 4h du matin, heure de New York. On sera là et je vais aller porter la voix du docteur Ouattara. Et je vais défendre aussi ma vérité. Puisque la vérité n'est pas quelque chose d'unique. J'irai défendre ma vérité. Comme disait le Christ, je vais porter ma croix. Je vais m'assumer pleinement pour dire les choses, pour informer et apporter du peu que je sache aux Ivoiriens. Et c'est sur Ivoire Débat. Ce sera 10h heure de France, le dimanche 20 octobre 2024. 10h heure de France, Paris. 4h du matin heure de New York. 8h du matin, heure d'Abidjan. Le lieu, c'est Ivoire Débat. Et donc, ceux qui seront là-bas pourront écouter. Et nous souhaitons que le débat se passe dans de bonnes conditions et que ça ne soit pas une discussion. Et qu'on donne clairement les consignes qui seront respectées
je crois que ça serait une belle occasion de pouvoir échanger avec d'autres frères ivoiriens. Nous disons merci à tous. Et après cela, demain, on va être sur TikTok pour 24 heures. Donc, c'est ce que je voulais dire aux uns aux autres. Et puis, souhaiter une excellente soirée et bien des choses à chacun et à chacune. Merci beaucoup, chère mère, et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.